voilà, je suis fière de moi. Aujourd'hui, pas sans de... faute. Sans faute sur les dates. Ah, Kamel. Voilà, Tchado aujourd'hui sans faute sur les dates. Et bien, marhaba bikoum, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il est 8h et nous allons donc vous accompagner comme chaque matinée jusqu'à 9h30. Vous l'auriez compris. Amel Arrivé est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ah bah je suis fière de toi. Ah bah merci. Oh, la date exacte. J'imagine c'est toute l'équipe qui est fière de moi aujourd'hui. Hein. D'ailleurs même Kamel, il Même Kamel, attention, c'est lundi. Attention, c'est lundi, hein, pas vendredi. Eh ben, voilà. Ah bah ça, je fais des efforts. Je fais des efforts. La note pour aujourd'hui? La quoi? La note pour aujourd'hui? 9 sur 10. Même pas 10 sur 10, je ne me suis pas trompée, 0. Non, parce qu'on sait pourquoi. Je ferai plus d'efforts. Voilà, on sait pourquoi. Voilà. Alors aujourd'hui, Amel, comme chaque lundi, nous allons rencontrer donc nos chroniqueurs du lundi, à savoir Siham Knouch, donc qui va nous proposer un joli voyage, comme à chaque fois, à travers de beaux prénoms, donc tirés droit du patrimoine algérien, hein, puisque les prénoms aussi sont un patrimoine. Quant à Semel Hadjamar, nous emmènera du côté du mausolée royal mauritanien. Hakim Lefgoun reviendra sur une chanteuse chorégraphe à la fois. Il s'agit de Karima Naït. Et nous terminerons donc l'émission en compagnie de Amina Ziri qui va recevoir des membres donc, de la fondation Mufti Zakaria. Et aussi en ce moment, il y a une campagne de sensibilisation mais aussi d'information, d'éducation et de lutte contre la drogue. Donc nous en parlons en cette matinée. Voilà donc pour le programme de cette matinée, mais sinon la journée s'annonce plutôt chaude, Amel. Hein. Pour ne pas changer. Pour ne pas changer. Bah oui. J'imagine qu'on va avoir la même carte pendant 2-3 mois. Ça va durer quand même, oui. Jusqu'à septembre, voire octobre. On verra bien. On verra bien. Inch'Allah. Non, juillet et août, ça va être différent. Hein. Ah, ça va être différent. Ça va être différent dans quel sens? Ah bah, ça va augmenter. Hein, tu te prépares psychologiquement, voilà. Finalement. Il faut se préparer. Ah, tu te prépares psychologiquement. Exactement. Allez, ça va coïncider peut-être avec les vacances, donc on pourra au moins. Ouais, on va souffler un peu. Voilà, souffler un peu et peut-être s'organiser pour pouvoir. Exactement. Pour pouvoir donc. S'aérer un peu et trouver des endroits pour se décompresser aussi. Voilà, effectivement. Mais sinon, tu nous donneras quand même plus de détails. Nous en aurons besoin. Ben oui. Toujours. Avec Allez, plaisir. Ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Donc on a dit des températures plutôt chaudes pour aujourd'hui. Exactement. Pour ne pas changer. Voilà. C'est les mêmes qu'hier. Hein. 34 sur Alger. 34, voilà. Je me rappelle que c'était les mêmes températures. Sur tout le territoire? Au nord comme au sud. Ah d'accord. Ah oui, ça ne change pas. On aurait pu te donner ta journée. Hein, exactement. C'est du copier-coller. Hein. C'est du copier-coller. Bon, allez, on aura quand même besoin de nous rafraîchir la mémoire. Vas-y, Amel, c'est à toi. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie a prévu de la brume en ce début de matinée, mais cette fois-ci sur les côtes ouest et centre. Plus l'air restera généralement dégagé tout au long de la journée. Toujours des orages vers l'intérieur, les hauts plateaux, également l'extrême sud, le Gard et le Tassili. Mais ces orages vont donner quelques pluies par endroits, par contre, vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili, avec des vents forts, toujours vers le Sahara central, qui va engendrer des sommets de sable. Donc, soyez très vigilants. Partout ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Les températures, quant à elles sont toujours aussi élevées au nord comme au sud. Eh bien, Météo Algérie a prévu pour cet après-midi 43 degrés le maximum à Relizane, Chlefé, Ndefla, 39 à Tlemcen, 38 degrés à Tizi Ouzou, 37 à Batna, 35 à Al-Bayad, Djelfa également, Sétif et Galma, 32 degrés à Annaba, 33 à Alger, 35 à Oran, au sud 39 degrés à Béchar, 38 à Tamanrasset, 40 degrés à Gardaya, 41 Biskraïli, 44 Tindouf, Hadrar et Salah et Timimoun et 47 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Badi Mokhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur les côtes ouest, mais peu agitée sur les côtes centre et est. Des vents faibles sur les côtes est, 10 à 30 km/h et les vents sont de secteur est, et jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et 50 km/h sur les côtes ouest et les vents sont de secteur nord-est.
Et on termine cette fois-ci ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h11. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, des températures très chaudes. Très chaudes, finalement. Voilà. Ouais. Beaucoup de zones rouges. Hein, oui, surtout du côté de Rolizane, Schlefein, Defla, c'est là où les températures sont les maxi. Ouais, voilà. Les villes de l'intérieur du pays, au sud aussi. Ah, surtout au sud, 47 degrés à Bodj Bedjoumkhtar. C'est énorme quand même. C'est énorme, effectivement. Donc on ne cesse de le rappeler. Hydratez-vous, protégez-vous. Pensez aux personnes âgées surtout et aux enfants, donc pour les hydrater. Merci beaucoup Amel pour les nouvelles du ciel. Alors tu reconnais un petit peu la je l'ai entendu tout à l'heure. Ah d'accord, on t'a soufflé alors. Ouais, je peux pas tricher là. Très très belle ville du sud. Alors la boussole d'aujourd'hui se dirige à 241 kilomètres au sud-est d'Alger. Cette fois-ci, on va aller du côté de Boussaada, alors qui est surnommée la ville du bonheur, une très très belle oasis effectivement. Alors c'est une ville qui est très connue déjà par le musée Étienne Diné, Sardine Diné. D'accord. Donc l'artiste peintre qui est tombé amoureux de la ville, qui s'est converti à l'islam et qui a beaucoup immortalisé justement des scènes de vie de cette magnifique région. Et là, donc, on découvre le plat traditionnel de la région, très très piquant. Tu aimes bien piquant? Ah oui, j'adore moi. Ah ben voilà. Et puis ça, c'est l'incontournable. Et la tenue traditionnelle. Et la tenue traditionnelle, melhfa. Alors ici, j'imagine qu'elle est portée par notre collègue, consoeur Zahida Hor. Ah d'accord. Voilà, de la radio algérienne. Je me disais, elle ressemblait à quelqu'un. De la radio algérienne, très magnifiquement portée. Ouais. Effectivement, donc là, il s'agit de la tenue traditionnelle Naili, la robe Naili. D'accord. Très gracieuse. Très belle. Voilà, merci à notre amie Zahra, donc, comme toujours, la destination de cette matinée. Sauf qu'en ce moment, il fait un peu plus de 40 degrés du côté de Boussaada. Mais le climat est sec. Ah d'accord. Le climat est sec, donc c'est supportable. C'est supportable. Quand il n'y a pas l'humidité, c'est supportable. Effectivement. Et puis même les gens de la région, donc la population autochtone, donc comme c'est un climat, c'est vrai que c'est un climat quand même assez hostile, assez rude. Mais reste que la population donc s'acclimate très harmonieusement, j'ai envie de dire, avec le climat. D'ailleurs, même l'architecture de la ville, on le voit, est faite de sorte que donc ce sont des matériaux naturels qui sont utilisés dans la construction. Et donc nous avons des maisons climatisées naturellement en été et réchauffées naturellement en hiver. Voilà, merci beaucoup à Zahra donc pour le choix de cette matinée. Il s'agit donc de la ville magnifique de Boussaada. Amel, merci beaucoup. C'est moi. On se voit tout à l'heure avec plaisir du midi, après celui de 19h. Et le week-end. Et le week-end prochain, donc à partir de vendredi. Merci beaucoup Amel. On continue, donc ça va être pause musicale et on se retrouve juste après. نفنا فاتوي ترقي دقيق نوان دقيق نوان سوالي غدوني سوالي غصن نفنا فاتوي ترقي دقيق نوان دقيق نوان سوالي غدوني سوالي غوضان ولغت تلويه ولغت تلويه ولغت تلويه كم يطيجي غابن الزيتوني تبي وبلاني في شرف لها نمتقيه لها نمتقيه
شاويتي ديال ساكن قساكن قسحي تكسو ثارا ديلال دي ثنافات ويترقي دقيق نوان دقيق نوان سوالي غدوني سوالي غسن دي ثنافات ويترقي دقيق نوان دقيق نوان سوالي غدوني سوالي غوضا أسير مدينين أسير مدينين أسير مدينين غروت فيك تسرس فاشا أما سانلسي غروت فيك تسرس فاشا أما سنوالي أما سنوالي أما سنوالي تفدق وسام الله أنا وظل بغي لابد على غدي السوا نتنافس ويترقي دقيق نوان دقيق نوان سوالي غدوني سوالي غسن نتنافس ويترقي دقيق نوان دقيق نوان سوالي غدوني سوالي غسن سوالي غوضان سوالي غسن سوالي غوضان سوالي غسن سوالي غوضان سوالي غسن سوالي غوضان سوالي غسن سوالي غوضان. Et voilà, de retour sur le plateau et nous recevons Siham Kednouch ce matin. Siham, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah oui, ça va. Depuis vendredi. Non, depuis samedi. Depuis vendredi. Depuis vendredi. Depuis vendredi. Écoute le lundi. Oui. Bah oui. Par contre, bah voilà, vendredi prochain, je ne serai pas à l'antenne, mais voilà, je vais vous retrouver, messieurs, dames, lundi, au Shalakoum la baisse, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Bon petit déjeuner, ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça va très très bien. Eh ben, ça toujours heureuse de te retrouver, Siham. Alhamdoulilah. Ça va. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener où? Alors aujourd'hui, on va rester sur place. Nous sommes toujours en Algérie. Oui, on parle toujours de. Justement, à travers les prénoms, tu nous emmènes toujours dans un voyage dans le temps. Mais en fait, bon, je vous ai promis la dernière fois de parler de ces prénoms sobriquets. Oui. Alors, un sobriquet, qu'est-ce que c'est qu'un sobriquet? Un sobriquet, c'est une ancienne tradition d'Arabie où on n'utilise pas le prénom direct de la personne, mais on utilise le prénom de sa progéniture, fille ou garçon, et en ajoutant homme ou ab. D'accord. Donc, le père de, la mère de. Après, il y a eu une lancée, ça s'est transformé en de véritables prénoms. D'accord? Donc, quand vous parlez, par exemple... bah, écoutez, on prend Zuhayb ben Abi Salma, par exemple, ou on prend Abu Bakr Siddiq, ce n'était pas leur prénom, mais c'était des surnoms. Plus tard, Abu Bakr est devenu un prénom à part entière. Alors, nous avons ici en Algérie des prénoms sobriquets, Alors, nous avons, par exemple... Abu Bakr, dans notre phonétique à nous, comme Algériens, nous avons un petit souci avec le Hamza. Avec le Hamza au début. Je ne parle pas de Alif. L'Alif ne se prononce pas. L'Alif, c'est A. D'accord? Donc, mais quand je dis le Hamza, c'est A. D'accord? Nous avons un petit souci avec le A au début des mots. Ok? Donc, on ne va pas dire Abu Bakr, on va dire Boubkar. Tout simplement. D'accord? On ne va pas dire par exemple Abu Jum'a, on dit Abu Jum'a. Effectivement. Vous voyez? On ne va pas dire par exemple Abu l'Eid, on dit Bel'Eid. Donc nous avons, on a tendance à raccourcir le prénom, mais c'est toujours des prénoms sobriqués. Alors c'est une appartenance.
C'est une appartenance. Alors, Boudjma, c'est celui qui est né un vendredi, tout simplement, d'accord? On avait parlé un jour, voilà. effectivement, les prénoms qui sont rattachés à des jours particuliers, à des mois, saisons exactement. Donc, Boudjma, c'est celui qui est né un vendredi. Bel'Aïd, c'est celui qui, non seulement l'Aïd, mais c'est tout le mois de l'Aïd. Hein. C'est tout le mois, c'est-à-dire ou bien Shawwal ou bien Dhul Hijjah. Donc, ça c'est vraiment l'Aïd. Donc, nous avons ces prénoms masculins, comme je le disais bien, nous avons les prénoms féminins et ils sont plus nombreux que les prénoms masculins. Alors le prénom féminin en sobriquet ne donne pas un prénom après. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui c'est devenu une tradition, je ne sais pas d'où ça vient exactement, ce n'est pas de chez nous, mais c'est devenu comme ça, Reda, Faiz, Bilal, enfin ce n'est pas une tradition de chez nous. Nous avons des prénoms sobriquets, mais avec un qualificatif, avec un adjectif, avec un mot à part entière. Mathalan, voilà. Alors, le prénom là dans cette situation, il voulait une sorte de périphrase. Il voulait voir qui naît un genre. D'accord. Donc tous les c'est-à-dire celle qui est véritablement dans l'opulence, celle qui est dans la richesse, qui vit aisément, etc. Ou là, on prend une autre phase du prénom. Par exemple, celle qui est dans le bien, celle qui fait beaucoup de bien. Voilà. Alors elle, c'est une Khair, d'accord? Et ce sont des prénoms qui existent depuis longtemps. Hein. Alors, nous avons Khair, nous avons Hani, suivez mon regard. Nous avons Az. Je te voyais venir. Voilà. Nous avons Swar. Hein? Et Kulthum, par exemple. Adna Kulthum ou Adna Kulthum. Ce sont deux prénoms bien distincts, d'accord? Voilà. Donc ça, ce sont des prénoms sobriquets qui indiquent un qualificatif. Ça devient quelqu'un qui a une relation avec quelque chose de bien précis. Adna Noun, qui est très très rare et qu'on retrouve à l'ouest algérien, notamment dans cette belle ville de Tlemcen. D'accord. Alors, Mennoun, Mennoun. Voilà, là je reconnais parce que Mennoun, voilà. j'ai jamais entendu. C'est Mennoun. Mais Mennoun, oui. Mais c'est Mennoun. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que Noun? Pourquoi on parle de Noun ici? Alors, Noun est une autre appellation du poisson. D'accord. Et le poisson est un grand symbole d'opulence et de richesse. D'ailleurs, même dans le, comment on appelle ça, dans l'inconscient collectif, quand quelqu'un rêve de poisson, on dit khair. Et كنت ناكل في الحوت حال راه جايك الرزق. Donc risque, ça a toujours une relation avec le poisson. Donc quand tu dis Mennoun ou la Mennoun, c'est-à-dire la riche, celle qui sera riche ou celle qui attire la richesse, qui aura beaucoup d'argent, qui aura beaucoup d'or, qui aura beaucoup de choses, beaucoup de chance aussi. Donc Hadi c'est Mennoun. Et nous avons beaucoup de prénoms comme ça, d'accord? Andna Mbarka. Alors Mbarka c'est Moubaraka ou bien Moubaraka. Vous avez le choix. Vous savez, Mbaraka, c'est ou bien Moubaraka, c'est un participe passé, c'est celle qui est bénie, ou là on dit Moubaraka, celle qui porte le baraka. Donc ce sont des prénoms malheureusement qui reculent, on ne les retrouve plus. Hein, on ne les retrouve plus, pourtant c'est très joli. Khair, c'est beau aussi, c'est très ancien, c'est très vieux. Nous avons les sobriquets hommes aussi qui reculent nettement, mais alors nettement, à part peut-être un peu Abou Bakr. Voilà. Qui reste, Abou Bakr, c'est toujours il est toujours présent, pas à la mode. Il n'a pas vraiment une place forte, mais il est là, hein, Kaïn Abou Bakr, et j'aime pas trop quand il devient Bob. J'étais en train d'y penser, je me disais, voilà, parce que Abou Bakr, très vite, voilà. ça devient Bob. Non, il n'y a pas de Bob, nous avons juste Abou Bakr ou Abou Bakr, choisissez ce que vous voulez, mais pensez à ces vieux prénoms qui sont de chez nous, c'est des prénoms que nos grands-mères ont portés, et je ne vois pas pourquoi comme ça on les condamne à tomber dans l'oubli, à ne plus être en usage. Mais je ne sais pas. Pourtant, ce Az Katib Yassine parle Az dans un de ses livres. Nous avons Swar, mais plein de Ummahat. Et je ne vois pas pourquoi, si ça ne vous plaît pas, écoutez, moi ça me plaît.
C'est très joli, surtout ça porte beaucoup de sens. C'est surtout le sens qui... Ce sont des prénoms qui ont une âme. Ce sont des prénoms, on sent que c'est algérien, on sent que c'est de chez nous. Vous voyez, عندهم قعدتهم عندهم حقتهم عندهم مكانة نتاعهم عندهم leur présence عندهم الشان. Je t'ai dit que j'étais الشان والهمة. Oui. Voilà un beau prénom. Un prénom quand il vous donne une certaine lourdeur, une certaine présence. Vous voyez. Là, oui, c'est bien la sonorité. C'est très bien aussi qu'il y ait des prénoms courts, avec une sonorité agréable, etc. Mais attention, il faut nous pas que en ça avons soit des prénoms vide. courts avec de belles sonorités aussi. Oui, il y en a. Oui. Mais attention, il n'y a pas que. Il y a aussi c'est un prénom qui non seulement doit marquer sa présence, mais aussi qui apporte la joie aux gens. Donc je pense qu'il y a des prénoms plus lourds que d'autres à porter. Certes, je suis d'accord avec vous, mais un prénom. Oui. C'est nous qui choisissons, qui décidons. Ah non, comment elle s'appelle? Saada. Ah non, Saada. Khalti Saada. Oui, ah non, Qdim, Khalti Saada, ça fait pas, non. Saha ou plus tard Khalti Ryan ou la Khalti. Je sais pas. Vous voyez les choses autrement. Voilà, il faut voir les choses autrement. Eh. Et puis il y a eu c'était pas une étude, mais c'était une expérience sociale qui a été faite aux États-Unis, Siem, et nous avons vu quelle a été c'était une expérience où on pouvait voir un peu quel est l'impact du prénom sur la personnalité de l'enfant. Oui. Et on a vu que lorsqu'on donne un prénom qui a un sens, et on explique à l'enfant dès sa tendre enfance le sens du prénom, il a comme cette responsabilité de porter son De bien le prénom, porter aussi. de bien le porter. Vous savez, on le porte Voilà. comme une deuxième peau, le prénom. Effectivement. Il est là, on ne peut pas changer de prénom, changer de vie comme ça. D'ailleurs, on le dit dans notre jargon, lorsqu'une personne porte bien son nom, on lui dit Isma ala Moussamma. Isma ala Moussamma, Voilà, donc exactement. tu portes bien ton prénom. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors j'avais un herboriste qui s'appelait Hachichi, donc on l'a rajouté, Alors là, bien c'est au sens tombé. propre et figuré, voilà. Voilà. Et donc, franchement, dans l'histoire des prénoms, ça reste très vaste. Oui. C'est un monde qui ne finit jamais. Et c'est une étude sociale aussi. Oui. Beaucoup. C'est-à-dire que tu vois le développement et comment la société est en train de muter par rapport justement à ces prénoms. Donc ce sont des vagues, certes, je suis d'accord avec vous. Il y a eu cette vague où, bon, vous allez me dire que le prénom Khir, Hani, Az, c'est long, c'est Kdam, mais il y a eu une période où il y a eu, notamment dans l'algérois, des prénoms très courts, Oui. comme Mimi, comme Fafa, comme Fifi. Zaza, nous en avons Ah parlé bah la oui, dernière fois. Zaza. Voilà. Ça, ce sont deux prénoms. Aussi de chez nous. Donc, oui, d'accord. Maria, c'est joli. Ah oui, Martarasoul, Osmaha Maria, etc. Ouais, C'est bien aussi. Je sais que une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ça. Osmaha Maria, mais Aïcha aussi. Oui. Je sais pas lesquels fahmti, Voilà, non, mais on a tendance à choisir Maria parce que ça fait Maria, etc. Oui. Mais Aïcha, non, Aïcha, Khadija. Oui. Vous voyez, c'est ça votre critère. Et il n'y a pas que Maria. Il y a Saouda, il y a Khadija, et il y a Ruqayya, par exemple, qui est sa fille, etc. Donc je pense qu'il y a aussi des prénoms. On a tendance à choisir des choses et laisser tomber d'autres. Maintenant que c'est normal, Effectivement. ça reste dans la liberté personnelle, etc. Mais nous continuons quand même à faire le devoir de mémoire, Sihem, Yatek Saha. n'est-ce pas? Hadi. Alors, avant de se quitter, Sihem, là, depuis tout à l'heure, on me dit en régie que tu n'as pas parlé d'un prénom, il s'agit de Rebh al-Mashi. Oui, alors Rebh Voilà. al-Mashi. Alors Rebh al-Mashi, comme je disais la dernière fois, il y a des prénoms phrases. Oui, قلت لكم برقليل برقلاح شمصنديات زينة Oui. الدوام. Alors, ceci est un Douam, ça c'est très c'est très joli. joli. Alors عندنا الربح الماشي. الربح الماشي en fait الربح, qu'est-ce que c'est que الربح? الربح c'est le ملح. Dans c'est les... pas le gain, c'est pas non, la non, non, richesse, non, non, d'accord. c'est le gain, mais le melh était un gain. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est le C'était sel une qui a monnaie, donné. d'ailleurs. Non, non, c'est le sel qui a donné le salaire. Oui, Mais, on était payé en sel, hein, donc c'était une monnaie. c'était une monnaie, exactement. Donc, Rabh al-Mashi, en fait, c'est le sel de la maison. D'accord. Le sel, يقولوا بيناتنا الملح. بكري ما كانوش يقولوا الملح، كانوا يقولوا الربح.
D'accord, dans certaines régions, ما يقولوش الملح يقولوا الربح. Donc الربح الماشي, c'est-à-dire الخير اللي جاي. C'est dans ce sens. Le bien qui arrive, le salaire qui arrive, la qualité de vie, l'opulence qui tourne au sein de la famille. Et c'est un prénom féminin. Ah Oui, c'est un prénom féminin. Rebh al-Mashi. C'est à partir de Msila ou Rohlik, c'est-à-dire dans les Aurès, à Batna, Khanchla, un petit peu à Biskra aussi, et Boussaada, Msila, Biskra ou Rohlik les Aurès. Adna Rebh al-Mashi, Rebh c'est le melh, on ne dit pas le melh, on dit Rebh, voilà. Donc c'est un gain, c'est le salaire. Le melh n'était pas vendu dans des sachets comme ça, dans des supérettes au fin fond de fer. Rebh, c'était une richesse. D'ailleurs, du mot sel vient le mot salaire. Ah, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Siham, encore une fois, pour ces beaux prénoms que tu partages à chaque fois avec nous. Merci. Et ça donne à réfléchir, finalement. Oui, c'est bien que ça nous travaille un peu. Voilà. Et surtout le sens, parce que parfois, c'est vrai qu'on entend beaucoup de prénoms, mais on ne connaît pas le sens, l'origine et toutes les anecdotes qui tournent autour. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Siham, à quand un livre sur les prénoms? Inch'Allah. Voilà, je te mets devant le fait accompli, là. Tout est déjà tapé, tout est déjà prêt. Je ne sais pas, il me manque quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Le déclic. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. En tout cas, merci beaucoup, Siham. On se retrouve très bientôt. Très bientôt. Donc, on ne se donne pas rendez-vous pour vendredi prochain, Inch'Allah. Mais on se retrouve très bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup, Siham. Allez, on continue. Donc, cette fois-ci, nous allons aller du côté de la galerie Asla. Donc, là où on va découvrir une exposition sur la rose de Chellali Hamida. Et c'est un reportage signé Nawal Benjilali. Sous des projecteurs doux de la galerie, un miracle silencieux s'est produit. Des fleurs en éclos sur les murs. Bienvenue au vernissage de Madame Chellali, où le peintre danse avec la poésie de Kabir et Rumi. Il y a beaucoup de techniques, un mélange, c'est-à-dire qu'il y a du dessin, il y a de la peinture, il y a de la photo, il y a du numérique. Donc moi, je travaille sur tout ça. Et pour obtenir des résultats, donc je commence par le dessin, après la peinture. Enfin, c'est des techniques. Ces toiles ne sont pas de simple nature morte, mais des méditations visuelles. Un langage entre deux arts séparés par des siècles, mais unis par la même quête spirituelle. Quand j'ai fait cette exposition, j'étais très affectée par ce qui se passait à Gaza. Sincèrement, ça m'a vraiment bouleversée. Et donc, au niveau, par exemple, vous remarquez au niveau des couleurs, il y a beaucoup de noir, beaucoup de feuilles brûlées de rouge, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qui m'a fait. L'artiste est affecté par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Et donc, il retransmet toutes ces choses. C'est ça l'œuvre d'art. C'est redonner, c'est repartager l'œuvre d'art. Sous le signe de Kabir et Rumi, ce vernissage se transforme en herbier symbolique où chaque visiteur peut tracer son propre parcours. Les jardins du cœur à 1000 chemins. Dans cette œuvre, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous transmettons tout ce que nous ressentons. Donc, qu'est-ce que nous ressentons dans situation donnée, situation de brutalité, de souffrance, etc., etc. Nous retransmettons tout ça. Cette œuvre, le public va directement vers elle, parce qu'au niveau des couleurs, ça leur crée quelque chose, une émotion profonde. Ça crée aussi... il y a beaucoup de choses. Il y a la destruction, et il y a la renaissance. Il y a l'espoir, il y a tellement de choses. On va énumérer tout ça, c'est fou. Ces œuvres résument tout son art. Clin d'œil audacieux à Kabir, ces tableaux cultes ne se regardent pas, ils s'écoutent. Une invitation à voir avec les oreilles du cœur. Et comme si que l'artiste disait « Mes fleurs sont des questions, à vous de peindre les réponses ». Puis ce qui m'intéressait, c'est le côté très, très doux, très
très colorées. Moi, je pense que les fleurs sont un véritable miracle de la nature. Elles sont tellement belles. Elles portent des essences. Elles portent des essences qui guérissent. Donc, il y a tout ça. C'est très, très important. Voilà, les fleurs. Pourquoi les fleurs? Maintenant, les fleurs, parce que ça m'a plu, parce que j'aime les fleurs, etc. Ce n'était pas un vernissage, mais un jardin enchanté où les tableaux fleurissaient sous nos yeux. Madame Chelali a transformé la galerie en une serre poétique arrosée par les mots de Kabir et Rumi. Ici, l'art a germé dans tous les cœurs. Et Samira Hadjamar nous rejoint cette matinée. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Samira? Très très bien. Ça se passe bien? Très 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 bien. Tu vas nous emmener très loin dans l'histoire aujourd'hui, oui, pour on va découvrir l'une des femmes, cette fois-ci, les plus influentes de cette époque. Nous sommes à 2000 ans? On est à très loin, on est au 1er siècle, avant notre ère. Avant notre ère, voilà, un peu plus de 2000 ans. Plus, exactement. Un peu plus de 2000 ans. Mais avant de découvrir cette femme d'influence, je voulais juste te dire que tes boucles d'oreilles sont magnifiques. Et mon bracelet. Et ton bracelet. Voilà, ça va avec. Mon bracelet. Alors ça, si tu l'enlèves et tu me le donnes, c'est que tu as quelque chose à dire. Peut-être rappeler qu'il y a eu un très bel événement. Il est toujours en cours aujourd'hui au Palais de la Culture. C'est Algérie, capitale de la culture hassaniya 2025. Donc il y a beaucoup de poètes, il y a aussi beaucoup d'artisanat, des expositions. Tindouf est associé puisque nous partageons cette culture de la hassaniya avec les Mauritaniens. Il y a le Sahara occidental, le Sahara al-Gharbia aussi, avec leurs bijoux, avec leurs tissages, les livres, les manuscrits. Très très bel événement au Palais de la Culture. En tout cas, cinéma aussi. Ils ont ramené, il y a des projections dans les salles de cinéma et les expositions, on découvre. Donc il y a les livres, bien sûr, les manuscrits. Les manuscrits aussi de Tindouf, c'est l'un des plus anciens. Et enfin, c'est très joli. Voilà, c'est une exposition à visiter. Ça se passe où? Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, voilà. Et ils nous offrent le thé. Alors moi, j'ai craqué pour les bijoux. Ça, c'est mauritanien. Oui, ouais. Eh ben, et ça te va merveilleusement. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons découvrir d'un empire à un autre. D'un empire à un autre, effectivement, mais ce sera juste après cela. Et donc, Cléopâtre Sélénée II, donc Cléopâtre VII, fille de Cléopâtre, reine d'Égypte 7 et de Marc-Antoine. J'ai un penchant, un coup de cœur pour cette famille, on va dire, la famille de Cléopâtre VII. Son mari, son mari, donc Marc-Antoine, qui a été, on va dire, le bras droit de Jules César. Donc, c'est l'époque des grandes guerres, des grands conflits. Donc le pouvoir, c'est l'Empire de Rome qui s'installe, qui veut conquérir l'Orient, qui veut conquérir aussi la Méditerranée. Et Marc-Antoine donc va être déçu qu'à la mort de Jules César, qui avait laissé un testament, il ne puisse pas accéder donc au poste d'Auguste, on va dire, au titre d'Auguste. Jules César avait laissé un testament, il avait laissé comme nom son neveu, donc héritier, légataire Octave. Marc-Antoine ne s'entendait pas trop avec lui, donc il a dû partir. Et aussi, tous les deux ont tenté de venger la mort de Jules César. Tout ça pour expliquer que Marc-Antoine s'est retrouvé en Orient, il s'est retrouvé en Égypte, et il a rencontré Cléopâtre VII, la reine d'Égypte, qui n'est pas égyptienne, mais qui est descendante, c'est une Macédonienne, descendante du grand Alexandre. Et donc, ils ont vécu une histoire qui a marqué tous les temps. D'abord, une histoire d'amour. Pour moi, c'est celle qui représente peut-être le mieux Juliette et Roméo, puisque Shakespeare s'en est inspiré. Il faut rappeler que pendant 1000 ans, les Romains n'ont jamais pardonné à Cléopâtre VII d'avoir, on va dire, de s'être accaparé Marc-Antoine, le général. Donc c'est un triumvirat aussi. Donc ils ne l'ont jamais pardonné, ils l'ont effacé de la mémoire. Elle a eu Sélénée, elle a eu 3 enfants, Alexandre et Sélénée qui sont des jumeaux, et Philadelphée. Donc on a
Je n'ai pas retrouvé, et il n'y a pratiquement pas de sources qui reviennent sur les deux garçons, en fait, sur ce qui s'est passé par la suite. Mais on a l'histoire de Séléné qui, à la mort de ses parents, ils se sont suicidés. Marc-Antoine s'est suicidé parce que quand il a vu la mort... Marc-Antoine s'est suicidé après le suicide de Cléopâtre, 7, et elle s'est suicidée en croyant que Marc-Antoine était mort. Oui. Encore mieux, Juliette, hein, rien à dire. Oui. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Octave, donc Auguste Octave, celui qui a remplacé Jules César? Il prend les enfants de Marc-Antoine et Cléopâtre VII, il les fait défiler à Rome. C'est ça la sanction. L'Afran, elle a 10 ans et elle est récupérée par Octavie. Octavie, c'est la sœur d'Octave, donc d'Auguste Octave, et elle va l'élever avec ses enfants. Elle va lui apprendre... Il faut rappeler que sa mère, Cléopâtre, maîtrisait 9 langues. Elle était très instruite, philosophie, astronomie, enfin, tout ce qu'il fallait connaître à l'époque, surtout donc c'est la lignée des Lagides, et ce sont des Grecs à la base. Donc ils avaient toute cette culture, les sciences, tout ça. Séléné va avoir la même chose, et en plus de ça, quand elle va être récupérée par Octavie, elle va avoir toute la culture romaine. Donc les sciences, la langue, c'était des femmes qui savaient lire les hiéroglyphes, et elle maîtrisait toutes les langues en fait, l'égyptien, et c'est très rare, hein. C'est des femmes d'influence. Cléopâtre VII a été une femme qui a dirigé un pays, on va dire toute une dynastie, et chez les Romains, c'est des machos, il n'y a pas de femmes. Dans toute l'histoire, quand on regarde, c'est toujours la femme d'eux ou la fille d'eux. Donc, ils n'aimaient pas, les Romains. Enfin, à l'époque, ils n'acceptaient pas d'abord les femmes, et ensuite qu'elles soient orientales. Alors, on est de l'autre côté de la planète. Donc, elle va l'élever, elle va l'éduquer, et quand elle va arriver, elle va nourrir l'espoir de pouvoir retrouver l'Égypte, de retrouver le même statut qu'elle avait à l'époque de ses parents, parce qu'elle a vécu dans le luxe, dans le confort, c'était la belle vie, et elle voulait prendre sa revanche sur le destin. Et Octave va la marier avec Juba II. C'est comme ça qu'en fait, elle va arriver en Numidie, à Césarée, et c'est comme ça qu'elle va tenter toute sa vie. Hein. Donc c'est une reine on va dire c'est des intellectuels. Elle va instaurer les arts et la culture, l'architecture. Quand on voit comment Césarée est faite, on se rend compte que c'est des gens qui ont essayé de créer une civilisation, un empire en fait. Et c'est le cas. Hein, c'est le cas, avec les vestiges, les arts, les forums, les villas, les mosaïques. Elle a tenté... Le théâtre, la sculpture. Oui, elle a tenté d'essayer de reproduire et d'imposer son influence. C'est des femmes qui ont eu de l'influence politique, culturelle, sociale de leur époque. Et on a très souvent voulu les ignorer dans l'histoire. On a très souvent, quand on regarde Séléné, ni sa mère d'ailleurs, hein, elles ont été pratiquement effacées. Qui les a rendues, on va dire, à la lumière? Ce sont les poètes, ce sont les écrivains, ce sont les hommes de théâtre comme Shakespeare, ce sont les peintres de la Renaissance. C'est à la Renaissance qu'elles reviennent. Ils ont essayé par la sculpture d'essayer de les ramener vers l'histoire. Et c'est comme ça qu'elles sont revenues à la lumière. Faire revivre la mémoire donc, de ces femmes influentes. Nous avons la chance d'avoir le tombeau de la chrétienne, ce qu'on appelle le tombeau de la chrétienne, qui est le mausolée royal de Mauritanie. Il est à Tipaza. C'est une structure immense. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une fierté. C'est quelque chose qui nous relie d'abord à l'Orient, nous faisons partie de l'histoire. Ce qui s'est passé dans le monde est passé forcément par nos codes, par notre pays, par notre territoire. Et souvent les gens, comme tu dis, ils confondent avec chrétienne, alors qu'elle n'était pas chrétienne. C'était bien avant le christianisme. Exactement, bien avant notre ère. Voilà, donc à visiter, à voir, à se renseigner sur qui était Séléné, un personnage très important. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse des films sur cette époque, pour raconter cette époque, pour que les gens prennent conscience que c'est pas juste une tombe, en fait, un monument funéraire. Voilà. Mais il y a toute une histoire effectivement autour, et les fouilles sont toujours en cours, hein, donc on peut encore avoir d'autres pièces de puzzle par rapport à cette Les fouilles au tombeau de la chrétienne, je sais pas, il y en a pas. C'est Sidi Rached, c'est délimité.
Je ne sais pas si un jour Balek, hein, il devrait. C'est ce qu'on espère. En tout cas, qu'il y ait d'autres fouilles, justement, pour qu'on puisse avoir d'autres pièces de puzzle. Parce que ça reste quand même cette période de l'histoire il y a des manquements. Donc, il y a des fragments qui manquent. Beaucoup. Voilà, des fragments de l'histoire qui manquent pour mieux comprendre, finalement, cette... Voilà, donc on est en train de découvrir le mausolée tombeau de la chrétienne, mausolée royal de Mauritanie, qui fait partie aussi des structures, parce qu'il y a Imad Rassen qui est fabuleux. Moi, je l'aime beaucoup, le site. C'est l'un des... il est magnifique, il mérite une très très bonne restauration, mais c'est l'un des plus anciens, peut-être le plus ancien tombeau donc d'Afrique du Nord ou d'Afrique carrément. Et ceux qui ont construit après lui, ce sont le tombeau de la chrétienne. Celui qui l'a construit s'est inspiré de Imad Rassen. Voilà, parce que ce n'est pas vraiment. Il y a des différences dans l'architecture. Dans le circulaire. Dans le circulaire, toujours. Exactement. C'est le tombeau de Massinissa qui est un petit peu... Voilà. Il est au milieu de la structure. Il y a toujours des galeries. C'est pratiquement la même chose. Est-ce qu'on a fouillé autour? Non. Est-ce que les fouilles qui ont eu lieu il y a des siècles, il y a longtemps, hein, de siècles, est-ce qu'ils ont tout trouvé? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'à partir du XXe siècle, peut-être que les datations qui ont été faites ne sont pas bonnes, parce que le matériel technologique qu'il y avait à l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui. Est-ce que les archéologues, les chercheurs doivent continuer à travailler? Absolument. Est-ce que des fouilles doivent se faire? Absolument. Est-ce que des redatations ou des datations doivent se refaire? Absolument. Donc les données globalement de l'époque sont bonnes, mais peut-être qu'il y a des précisions à revoir. Qu'est-ce qui a nuit? Nous avons une très belle vue ici du ciel. Imad Rassen. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'abord stopper l'urbanisation. Qu'est-ce qui a nuit plutôt à ce genre de vestiges, de lieux, de monuments? C'est d'abord la colonisation française, parce que quand on voit par exemple les ruines romaines de Tipaza, tout de suite la ville coloniale est à côté, sur les ruines. Ils ont construit sur les thermes. Quand on rentre à Tipaza, les restaurants, tout ça, qui datent de l'époque coloniale, et les maisons... Et ça fait partie justement de la stratégie d'effacement de l'identité et d'effacement de l'histoire. C'était une cité, c'est Césarée. Mais ça fait partie de la stratégie justement coloniale. Je crois aussi l'ignorance. Toute une identité, toute une... Oui, aussi, mais aussi, ils ont fait des fouilles, ils ont fait des découvertes, mais aussi il y a l'ignorance, et puis les gens veulent s'installer autour de tout ça. Et puis ensuite, c'est l'urbanisation galopante. On a construit sur des... C'est une manière de les protéger aussi. Viendra une génération où il y aura... où il y aura des fouilles, d'autres découvertes. J'espère que ce sera à notre époque, on pourra aller voir et assister. Voilà, donc c'est un peu partout. C'est aussi la colonisation a beaucoup nuit, parce qu'ils ont construit sur des sites. Et encore une fois, donc, le peu de fragments d'histoire que nous avons montre quand même qu'il y a eu des femmes très très influentes en cette époque. Même en Algérie. Des femmes très très influentes en Numidie, en Algérie. Dans le monde arabe. Effectivement. Oui. Donc, et souvent, elles ont été ignorées d'abord par l'homme. C'est même pas une question de politique. C'est le machisme. C'est les hommes qui veulent le pouvoir. Et il y a eu une guerre déjà entre les hommes et ensuite la femme aussi, elle en pâtit. Mais on a des guerrières, on a des femmes qui ont marqué l'histoire. Nous avons des femmes dans la révolution algérienne qui ont des Djamilettes, comme on dit. Des Djamilettes et pas des Djamilettes, mais il y en a beaucoup. Djamilettes dans le sens figuré. Oui. Dans le sens où elles sont belles. Voilà, elles sont magnifiques, c'est vrai en plus, elles sont belles. Donc, l'Arhamon pour celles qui sont décédées, et l'Ahmar pour celles qui sont encore avec nous, elles ont beaucoup contribué. C'est des femmes qui ont, on va dire d'abord, qui se sont imposées dans une société peut-être qui n'était pas très ouverte aux femmes dans les combats. On n'imagine pas une femme, c'est la douceur, la féminité, mais elles peuvent garder tout ça et en même temps combattre, comme il a été le cas pour les Cléopâtres, et de mère et fille. Donc Cléopâtre 7 et Sélénée 2. Voilà. Donc, il y a toujours comme ça dans l'histoire des stations où il y a quelques femmes comme ça qui sortent du lot et qui peuvent diriger toute une armée et gagner toutes des guerres et des batailles et bâtir des empires. Nous avons Delia, nous avons Tininen, nous avons beaucoup de femmes qui ont marqué. Ça, c'est pour les plus... Mais il y en a eu partout. Voilà. Et peut-être qu'il faut les mettre à l'honneur. C'est pas le 8 mars, mais c'est le 8 mars. Le 8 mars pour les femmes, c'est tous les jours. Oui, exactement. N'est-ce pas? Donc voilà, donc quand on va au tombeau de la chrétienne, il faut se rappeler qu'elle vient de loin et que Sélénée 2 ou Cléopâtre 7, parce qu'ils aiment bien donner des appellations
pour l'héritage, parce qu'on rappelle que c'est dans la famille. On devient, enfin au départ, ils deviennent rois ou empereurs, impérateurs, par filiation ou par héritage. C'est-à-dire on laisse un testament et c'est ce qu'il a fait. Voilà. La mort de Marc-Antoine et de Cléopâtre, c'est la fin de la dynastie des Ptolémées. Voilà, donc elle s'est arrêtée avec eux. Séléné II a créé une autre dynastie. Donc c'était la fin de l'Agide. Elle a créé une autre dynastie en Afrique du Nord, en Algérie, à Cherchel. Ça s'est étendu bien sûr d'est en ouest. Et Rome ne l'a pas accepté. Rome ne l'a pas accepté. Pour eux, il fallait qu'il disparaisse. L'empire on va dire romain d'Orient, il fallait que ça disparaisse. Marc-Antoine est tombé, c'est-à-dire il a perdu. Il y a eu la chute de Marc-Antoine au moment où il y a eu la bataille d'Actium. Donc c'est du côté de la Grèce, c'est un nom de l'époque. Il est resté stationné dans un golfe, il avait une armada. Et puis avec le temps, il n'y avait pas d'eau, donc tout s'est fait, enfin, son plan, il a attendu trop longtemps pour attaquer Octave. Donc ce qui s'est passé, tout ça a entraîné la chute de Cléopâtre VII, la fin de l'Agide, de l'Empire. Juste on peut revoir les images, Samira, que tu nous as préparées, la régie. Donc si juste on peut revoir l'image, donc pour mettre encore une fois un nom sur les batailles. Oui, voilà. Il y a une carte. Un nom sur une image, bien sûr, on n'a pas les photos, voilà. Mais on a des... Toutes les deux sont nées à Alexandrie, donc la capitale, on va dire, de la dynastie pharaonique, c'était Alexandrie. Hein. Donc c'était un endroit, c'est le premier grand port d'Orient à l'époque. Hein. Donc c'était un endroit stratégique et Rome voulait absolument s'accaparer de ce lieu. Voilà. Voilà, donc, et aujourd'hui, il y a beaucoup de vestiges à Cherchel qui prouvent encore une fois l'existence de cette civilisation, hein, parce que ça a été une civilisation. Donc, le premier, c'est le tombeau de la chrétienne, mais après, il y a les forums, il y a plein de choses. De Cherchel en fait, c'est interminable, ça va jusqu'à Chleuve, enfin, partout où nous avons des vestiges romains, sur pratiquement toute la côte, tout le nord du pays. Voilà, ils sont d'abord venus par la mer aussi, hein, ils ne sont pas venus par la terre. Oui. Voilà, donc on n'oublie pas, on va visiter Cherchel. C'est une très bonne période pour aller. Effectivement, une très belle période. Nous sommes en ville côtière, alors joindre l'utile à l'agréable. Cherchel, toute la côte. Toute la côte. On va dire la côte ouest d'Alger, c'est à l'ouest d'Alger. Peut-être rappeler aussi que Ptolémée, enfin, il y a des inscriptions sur les hiéroglyphes. Cette histoire a été racontée sur les hiéroglyphes. Elle a été peut-être racontée en Orient et pas racontée en Italie. C'était pas très content pour Cléopâtre. Donc elle et sa fille, mais bon, ils n'ont pas fait de mal. C'est une entrave, hein, c'est un obstacle pour eux, c'est tout à fait normal. Oui, 1000 ans. Ils ont effacé des mémoires pendant 1000 ans. Oui, c'est énorme. De toute l'histoire, voilà. Et pour eux, il a été inadmissible qu'un général, parce que Marc-Antoine était très aimé de la population, très aimé des militaires, il était extrêmement intelligent, c'était un stratège en fait. Et juste ce qu'il a perdu, c'est le fait qu'il est trop attendu pendant la bataille d'Actium. Donc ça a fatigué ces hommes, ça a fatigué qu'il aimait, hein, qui étaient prêts à le suivre au bout du monde. Et pour les Romains, il était hors de question que Cléopâtre VII devienne reine de Rome, de l'Empire romain. C'était quelque chose d'inadmissible. Voilà, ils ont tout fait pour faire tomber cette dynastie et pour faire chuter cette dynastie. Et elle a effectivement chuté. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Samira, d'avoir, on va dire, rendu hommage à l'une de ces femmes passionnantes Séléné, n'est-ce pas? Voilà, et de son père Marc-Antoine. Et j'espère qu'il y aura des films sur, on va dire, des péplums, des films sur ce genre sur cette partie de notre histoire. Les films restent aussi garde-mémoire, hein, donc ça nous permet déjà de faire la promotion de cette mémoire et de la préserver surtout. En tout cas, merci beaucoup. Merci Samira, on se retrouve très bientôt. Inch'Allah, vendredi. Inch'Allah, merci beaucoup Samira. On continue, ça va être dans un petit moment, on va retrouver notre ami Yazid Ait Mahiddin qui va revenir sur les différents styles musicaux. Mais avant cela, ça va être pause musicale et on se retrouve juste après.
marcher avec toi. Comme avant, sous ce vent chaud qui m'enlace. Je voudrais que tu respires mes mélodies qui s'entrelacent. Si seulement en hurlant mes mots puissants, tu pouvais me revenir. Tu m'as dit, du haut de ce rocher, coûte que coûte, je dois continuer. Maintenant, c'est pourtant parce que je ressens. Reviens et rappelle-moi nos vérités d'avant. Si souvent, oui, je sais, nous différents. Mais à présent, je voudrais que tu saches, Ima. كرهت اليوم اللي رحلت بعيد خليتيني وحدي هنا. كالطير الطايح يسأل على دفك من غيره ما نسواه. صبرتي وشريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. Relève-toi, sûrement tu me diras, non, je ne te vois plus. Reste encore, j'ai besoin de te dire que ce jour-là, sur ton lit, belle comme je sais, tu as su afficher ce beau sourire aimant malgré ta souffrance. Parlons-en, tu me le dois. Langage d'innocence propre à toi. Ok, je sais, tu dois y. Voilà, magnifique interprétation donc de Karima Naït. Et sans plus tarder, nous recevons notre ami HKM. Hakim, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça se passe bien? J'ai aimé, Bon, au fait. Au fait, il y a eu une histoire il y a quelques années. Eh oui, avec Karima Naït, bonjour. Bonjour Nourouda, merci pour l'invitation et ravie Sauf qu'elle avait du mal à se rappeler. Voilà. Ouais. Moi, je me suis rappelée parce que ça m'a vraiment marqué. Donc, voilà. Donc, c'est une histoire de cassette, non? Alors oui, il y a quelques années, donc j'ai dû lui faire un portrait à Karima Naït. On est parti donc du côté de Riyad El Fath. Et comme elle est chorégraphe, je lui avais demandé de me faire une petite chorégraphie. Et manque de peau, on avait un haut-parleur qui ne marchait pas. Alors on s'est dit, tiens, on va aller chez le marchand de cassettes. Il y avait encore les cassettes à l'époque et les CD. Et on lui a demandé, donc, et comme par hasard, c'était la sortie d'album. Et le CD, la cassette était donc exposée la pochette, en oui, vitrine, oui. la pochette. Et donc on lui a demandé, il nous a dit, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Et donc elle a commencé, Karima Naït, à danser. Et puis il me fait, madame, je peux vous parler? Et je dis oui, bien sûr. Elle me fait, la dame là, c'est elle qui est sur la couverture, sur la pochette. Je dis oui, حلفي غير هي. Je dis والله غير هي ما كاش منها. Je dis والله غير هي. كيفاش هذه كيفاش تجي لعندنا؟ Je dis oui, mais c'est une Algérienne, c'est normal. وتمشي هكذا وحدها وراكم. Je dis pourquoi, il est où le problème? Alors le monsieur Mskin, il était vraiment très très ravi de la voir. Et je me rappelle, il m'a dit, est-ce que vous pouvez lui demander si on pouvait prendre une photo ensemble? Voilà donc pour la petite histoire. Est-ce que ça t'arrive encore quand tu es dehors? Non, ici en Algérie ou ailleurs, non, franchement pas. Il y a des gens qui me reconnaissent, qui me disent, voilà, mais c'est-à-dire, il vient, c'est pas Karima Naït, c'est pas... On se pose la question, on n'est pas sûr. Oui, les gens, je sens le regard des gens, après... Les gens aussi, des fois, ils sont timides, donc ils se parlent et tout. Bah, d'après, quand ils savent que c'est moi, on peut prendre une photo, on peut, voilà. Donc tu reviens d'Égypte? Oui, voilà, je reviens d'Égypte. Après un concert? C'est un spectacle. Un spectacle, voilà. Oui, ça tournait autour d'un spectacle. Ça m'a pris 20 jours en fait là-bas pour la préparation du spectacle. On en a donné 2 et ça tournait autour donc de. C'est en hommage à Dalida, la chanteuse Dalida. Et voilà, je devais interpréter les chansons de Dalida, plus de nouvelles chansons écrites par Chérif El Ouissemi, un compositeur égyptien, à l'occasion. Donc voilà, et il y avait de la danse, c'était bien. Je me suis retrouvée dans
C'est-à-dire dans un cocon que j'avais laissé depuis quelques années, vu que j'étais au Caire aussi à l'opéra pendant 10 ans. Voilà. Donc, mais quand on parle de Karima Naït, quand on essaie de fouiller dans le son, dans la musique et tout, il n'y a qu'un seul clip. De tous les titres que tu as, il y a un seul clip. Pour une star à l'échelle internationale, on se pose des questions. Oui, mais on va dire déjà, bon, le mot star, tu le refuses? Oui, oui. Pourquoi? Parce que, non, en fait, moi je dis je suis artiste. Voilà, je suis artiste. Sincèrement, c'est-à-dire je ne me vois pas, c'est pas que je ne me vois pas comme une star ou pas, mais je trouve qu'il y a déjà un amalgame, un abnesbali, de plus en plus maintenant dans le temps, c'est-à-dire on est star, tout le monde est devenu star, tout le monde, je dénigre pas, je respecte tout le monde, voilà, mais c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à remettre ce mot réellement dans son contexte. Dans son contexte, c'est-à-dire que tout le monde est devenu star. Avant, en tout cas, je sais qu'à une certaine époque, c'est-à-dire star, c'était d'abord, on l'utilisait beaucoup dans le domaine de la musique, médias, le cinéma, etc. Maintenant, voilà, il suffit qu'on fasse un bug sur TikTok, voilà, on devient on utilise le mot star, donc je sais plus. Alors, je préfère ne pas être dans cette. C'est un reproche? Quelque part, oui, je peux le dire comme ça. Et en même temps, bon, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, c'est que moi, par rapport à mon travail, je me considère comme étant artiste, je chante, j'écris, j'essaie de composer, je suis dans le domaine de la danse. J'ai pas le temps, c'est-à-dire d'être dans cette réflexion, suis-je une star, dois-je me comporter comme une star, c'est quoi le comportement d'une star réellement, est-ce qu'on doit être quelqu'un de simple et que justement être avec les gens... Est-ce que tu penses être quelqu'un de simple? Je le pense, oui, je le suis. Je suis quelqu'un de simple et des fois on me le reproche d'ailleurs. Alors, si je peux me permettre, le peu de temps que j'ai passé avec Karima Naït, c'était une demi-journée, un peu plus d'une demi-journée que nous avons passé ensemble. Oui. Alors, je peux dire que c'est une personne très sociable et une personne très simple. En fait, moi je profite à chaque fois qu'elle est sur Alger. Je profite. Dès qu'elle est là, je l'invite soit à la radio. On a eu le plaisir de faire déjà une émission télé. C'était dans Fréquence Musique. Oui. Pas mal. Donc, est-ce que le fait de ne pas produire de clips, c'est un choix? C'est pas un choix, c'est un manque de moyens. Parce que je suis une artiste indépendante. C'est-à-dire que j'ai un label, bien sûr, j'ai signé avec un label suédois Ajabu, que je salue, Peter Lindegren, pour l'album Quoi d'autre. Et bon, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a aussi... c'est-à-dire qu'on n'a pas c'est pas les grandes... C'est pas les grandes maisons de disques qui peuvent produire directement tout à l'artiste, mais en même temps aussi qui lie l'artiste. J'ai cette liberté, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai signé avec le label Ajabu, parce que j'ai quand même la liberté dans tout ce qui doit être décidé. J'ai mon mot à dire. Et on ne peut pas m'imposer ni texte, ni choix de contexte sur quel sujet il faut chanter, il faut parler, est-ce qu'il faut être sur la tendance ou pas. Et donc, c'est à double tranchant, bien sûr. C'est un petit label qui ne peut pas produire tous les clips. Et en même temps, il y a eu, comme je t'avais dit dans l'émission la dernière fois, des fois aussi on est entouré j'ai été entourée des fois par certaines personnes qui ont fait des propositions de clips, mais ça a toujours été du blablabla. Donc ça n'aboutit jamais. C'est ce que j'appelle les fausses promesses. Après, maintenant, c'est vrai que l'artiste, alors fait work, ça devient de plus en plus difficile dans le sens, surtout après le Covid. C'est-à-dire qu'il faut que l'artiste investisse énormément, c'est-à-dire s'il veut apparaître, donc que ce soit dans son clip ou la majorité de nos jours s'autoproduisent, ceci dit. S'autoproduisent, je sais pas, je peux pas dire. Pour quelqu'un qui vit quand même en Espagne. Oui, entre l'Espagne et l'Algérie. Et l'Algérie, donc tu sais comment que ça se passe, tu côtoies de gros noms de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question, après tant d'années, un seul clip, est-ce que quelque part c'est pas défaillant? Enfin, c'est juste une question. Si c'est pas quoi? Défaillant. C'est défaillant, mais je peux pas tout faire toute seule. Voilà. D'accord.
Je le dis tout le plus simplement et le plus honnêtement possible. Donc à Alger... Il y a des gens qui ont, comment dire, ils ont tout sur un plateau d'argent. Et il y a des artistes qui ne l'ont pas. Voilà. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, non, c'est pas facile du tout. Je veux dire, il y a des gens qui ont des productions derrière, qui s'occupent de tout. Et ça existe, je veux dire. Il y a toute une équipe. Toute une équipe derrière. Moi, je ne l'ai pas, cette équipe. Cette équipe, c'est Karim Anaïd, c'est Frédéric Gilles, ce sont les musiciens qui sont avec moi. On fait comme on peut. Mais il y a un truc, c'est que, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, je veux dire, voilà, j'ai quand même eu le soutien, oui, de pas mal de personnes. Mais Rabbi subhanahu wa ta'ala en premier, franchement, que ça soit sur mon côté artistique ou là sur le côté logistique qu'il fallait gérer pour faire justement ce clip. Ce clip, c'est moi qui l'ai produit. Il est pas mal en tout cas. Voilà. Vraiment pas mal. Voilà. Et je devais produire à ces mois de toi, par exemple, le clip. Un clip de Dadou, pourquoi pas? J'aurais voulu, ou de L'Jazaïr. C'est une belle histoire en tout cas. L'Jazaïr. Dadou, c'est une très belle histoire. Oui, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Elle me concerne. Elle concerne mon oncle. C'est un hommage à lui, à Dadou, à l'artiste. Voilà. Donc j'ai pas, voilà. On me demande par exemple pour la chanson de Jazaïr, qui est aimée par beaucoup de gens, et que ce soit à l'extérieur, mais surtout en Algérie. Mais personne ne connaît le visage de l'artiste qui chante cette chanson. Il y a eu des gens qui ont fait des petites tentatives comme ça, me disent, on fait des petits, est-ce que tu nous permets de faire un petit montage de clip comme ça avec toi sur cette chanson? Utilisez-la, elle appartient à tous les Algériens. Mais voilà, mais je ne peux pas tout faire moi toute seule, ça c'est clair. Je ne sais pas si on peut regarder un titre. Un extrait? Un extrait. Oui. Comme ça, on va découvrir Karim Anaïd de plus près. Voilà. Alors, on est en train justement de discuter du live que vous étiez en train de voir. Alors, vous nous expliquez un peu de quoi il s'agit? Alors ça, c'était lorsque j'ai eu le prix du meilleur album en Suède, en 2013. Donc, Youssou N'Dour avait reçu le Polar Prize en même temps, dans la même année, c'est-à-dire quelques mois après. Donc, on m'a demandé, j'ai été invitée à chanter une des chansons de Youssou N'Dour en Wolof, Tijania. Oui. Et bon, voilà, c'était au Polar Prize, c'était une très très belle occasion pour moi. Et un mauvais souvenir en Égypte, puisque un de ces titres a été repris. Ah, oh là là, t'as été fumé. Hein? Salem, c'est la chanson de Salem. Salem. En fait, Salem, la chanson dont on a vu le clip en début d'émission avec vous, c'est que quand j'ai décidé de sortir le clip en 2016, donc on lance le clip et puis quand on clique Salem, tiens, apparaît Salem aussi. Et en fait, c'est une artiste égyptienne qui avait repris donc la chanson cover, mais en ne mentionnant pas Salem, donc l'auteur, l'artiste Karim Anaïd, c'était donc cover du nom de l'artiste, voilà, et Esma, et avec toute la production derrière, l'enregistrement, leur clip, etc. et tout. Oui. Donc on a fait, bien sûr, mais après, bon, j'ai dit laisser courir, je veux dire, c'est pas grave. Donc à chaque fois tu es à Alger, est-ce que c'est pour t'inspirer, puisque tu écris tes propres textes? Moi j'ai été vraiment touché par l'histoire de Dadou, qui est en fait une histoire vécue, une histoire réelle. Tu chantes ton oncle? Oui, tout à fait. Tu peux nous faire un petit acapella, juste pour le fun? Un acapella sur Dadou? Oui. Qu'est-ce qu'on veut? J'ai cru pourtant cet après-midi, qu'est-ce que j'entends? Il est au ciel, je rêve seulement, il est au ciel, dit l'enfant. Bon, sans musique, c'est un peu difficile. À l'improviste comme ça, oui, je comprends ta douleur. Non, c'est pas ça. Il y a toute une rythmique derrière et tout ça, et c'est du rap. Il y a du rap dedans. Je fais du rap dedans. Comme l'enfant l'a dit, au ciel où maintenant tu vis tranquille, je l'espère et je prie maudit. Celui qui t'oublie toi, l'ami. Voilà. Moi, le refrain qui sonne bien dans ma tête, je te l'avoue, c'est laisse-laisser. Laissez-les, à chaque fois, maman, j'essaie de reprendre. Voilà. Vas-y. Laissez-les, maman. C'est pour ça qu'en fait. Tout à l'heure, j'ai essayé, je me suis dit, je vais la surprendre. En fait, moi. J'ai pas pu. Moi, j'adore surprendre le public en concert avec Laissez-les, maman, parce que je leur dis, allez, c'est le moment que vous allez chanter avec moi. Et puis, oui, ils disent oui, ok, et tout ça. Après, je leur dis, laissez-les, maman, laissez-les, maman. Ils me disent, non, c'est difficile. Alors, je fais toujours, laissez-les, maman, c'est. Et le public dit, laissez-les mamasser.
Dans quel répertoire on peut te classer? Parce que moi, quand j'écoute Laissez-laisser, par exemple, moi, je trouve que c'est très jazzy. Alors, toi, tu trouves que c'est l'influence jazzy qui prend le dessus. Quand on écoute Dadou, c'est autre chose. En fait, déjà, si on doit parler de l'album Quado, c'est bien sûr tout l'album a été fait en acoustique, mais avec des tendances d'un peu partout. C'est-à-dire, il y a eu des petites touches, que ce soit latino, algérien, bien sûr, parce que la voix est algérienne. Comment dire? Moi, je trouve pas que laisser les mamas, c'est même au niveau musical, c'est-à-dire il y a des petites tendances comme ça jazz, mais il y a dans la façon de la chanter. J'ai été interpellée ici en Algérie avec une interview. On me dit mais on sent que tu vas ta voix vers un côté shabi, c'est-à-dire tu vois, mais avec une musique derrière. Par contre, on en avait parlé avec le deuxième album de Wahdani avec Fethi Salama. Là, il y a plus une tendance jazz parce que c'est le background de Fethi Salama. Tu travailles beaucoup sur le fusionnel. Oui, énormément. J'ai été comme ça. Déjà, je viens d'un monde, le monde de la danse contemporaine où il y a tout ce... Et surtout la danse théâtre, c'est-à-dire qu'il y a ce rassemblement de différentes formes d'expression artistique, que ce soit le chant, l'écriture, le théâtre, etc. Donc dans la musique, c'est un peu ça, vu que j'ai beaucoup été sur l'international, j'ai vécu à l'extérieur, donc il y a eu beaucoup de rencontres sur le plan... la danse m'a menée vers la musique m'a permis donc de m'envoler encore plus, d'être vue, de faire plus de rencontres et dans différents registres musicaux. Et je suis une aventurière. Je considère que je suis une aventurière et j'adore ça. On va se faire plaisir, encore une fois, avec un extrait de Karima Naït. Alors on me dit, on va découvrir cette fois-ci en studio. Avec des musiciens algériens, tiens. Ah, voilà. وحبيت عرفنا طول النهار والليل نبكي وانا وحدي طول النهار والليل نبكي وانا وحدي طول النهار والليل نبكي وانا وحدي طول النهار. L'enfant l'a dit où c'est le maintenant tu vis tranquille. Nous avons découvert ensemble. Bon, en fait, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que d'habitude, quand on voit Karima Naït, on la voit avec des musiciens étrangers. Oui. D'accord? Et puis je me suis dit, on a d'excellents musiciens, j'ai fouiné. Tout à fait. C'est avant-hier que j'ai trouvé cette vidéo. Et j'étais étonné de te voir chez Aminos, qui est quand même l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Oui, tout à fait. Avec Taïeb. Oui, Najib et Youssef Grim, Ayman, tout ça que je salue. C'était une très très belle expérience. Donc ça a été à leur demande. Karima, pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas la chanson d'Adou avec nous? Et voilà, en studio, on filme tout ça. Et ça a été fabuleux de travailler avec eux. D'où l'idée, bien sûr, maintenant, c'est-à-dire aussi d'être... Et on a préparé une formation avec des musiciens algériens pour reprendre, c'est-à-dire même en concert, c'est-à-dire faire cette fusion même entre les musiciens suédois et les Algériens et voilà, faire toute cette... rassembler tout le monde. Traditionnellement, quand il y a un artiste qui vit de l'autre côté de la Méditerranée, quand il vient pour un événement, un concert ou une scène à Alger ou ailleurs, il est souvent accompagné des musiciens étrangers. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de faire appel à nos musiciens locaux? Si, jusqu'à maintenant, il n'y a pas. On est venu directement. J'étais venue. Moi, dans mon groupe, déjà, il y a un musicien algérien, c'est Youssef Grim, dans le groupe.
Et c'est parce que je vis à l'étranger, le répertoire, les répétitions se font là-bas, etc. Après, j'ai fait des plateaux de télévision donc avec des musiciens algériens, effectivement avec Emin Dahan, toute l'équipe de Emin Dahan dans certains, voilà. Et il a toujours été question, et encore et de plus en plus maintenant, d'aller vers cette formation. Et moi, je suis ravie. Donc voilà. Après, maintenant, bien sûr, il faut dire un point qui est essentiel, c'est qu'il y a pas mal de musiciens qui sont partis, algériens, qui sont partis d'ici. Il y en a encore et de très bons, etc. Mais moi, par exemple, toute cette équipe avec Aminos, on a enregistré d'autres chansons, mais qu'on n'a pas sorties. Voilà, c'était fabuleux. Mais la majorité ne sont plus ici. Donc même si on voulait reprendre, voilà, il faudrait eux aussi les ramener de l'étranger. Voilà. Des projets? La sortie, comme je t'avais dit, c'est la sortie de Wesh Dani, donc le single, parce que maintenant on va attaquer plus avec des singles qu'un album, voilà. Je suis sur deux projets différents, c'est le label suédois et puis sur un projet avec Baline de Bouzy en Suisse. Notamment, c'est pour ça que j'étais au Zermatt Unplugged en Suisse juste avant l'Égypte. Et ça, c'est un projet en électro, donc toujours avec mon écriture en algérien, en arabe classique, en anglais aussi, et tournant toujours autour de ce monde troublant. Voilà. Karima Naït, merci beaucoup. Merci à toi, Hakim, merci Nour Houda, merci à Canal Algérie. J'espère te voir sur scène bientôt. Je l'espère. Moi, je suis là. On me dit viens, je suis ici. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous revoir après tant d'années. Oui, merci beaucoup. Toujours débordante d'énergie, en tout cas. Merci beaucoup, Karima Naït. Ashkan, merci beaucoup. À lundi. À lundi, Inch'Allah, on se voit très très bientôt. Et puis à la chaîne 3, toujours. Moi, c'est pour les couches tard et les lève tôt. Voilà. C'est les jeudis, vendredis, 5 heures de son, 5 heures de décibel folie. Il faut se brancher de temps en temps. Ouais. Va falloir aussi que je fasse quelques veillées. Bien sûr. Maintenant, je prends de l'âge. Maintenant, je dors plus tôt. Ah bon? C'est ce qu'on dit. Esthétiquement, c'est l'inverse qui doit se produire. Merci beaucoup en tout cas pour les compliments. Merci beaucoup HKM. Donc on se retrouve très bientôt. Inch'Allah. Allez, on continue cette fois-ci. Donc nous allons retrouver Amina Zeri dans un petit instant par la station de cette matinée. Mais avant cela, donc ça va être direction du côté de l'Institut culturel Intuition, là où se tient une très très belle exposition intitulée Empreintes et racines, donc de Samir Jama et Selamia Boudbouda qui s'y intéressent. Samir Jama a consacré sa vie à magnifier le patrimoine algérien et les savoir-faire à travers la photographie et l'édition du beau livre. Aujourd'hui, il nous convie à un voyage sensible au cœur du patrimoine. Empreintes et racines, une exposition où chaque image nous raconte une histoire, une émotion. Je suis très intéressé par le patrimoine algérien et j'essaie de ramener à chaque fois une facette de ce patrimoine. Tout mon travail, il est dans la sauvegarde, premièrement, et deuxièmement, est dans le partage aux générations. Donc sauvegarder ce qui nous reste, c'est très important, et surtout transmettre. Voilà, le mot que je cherchais, c'est transmettre à la jeune génération. Organisé autour de 4 grands axes thématiques, à savoir la poterie, le bijou, la fantasia et les lieux. À la croisée de l'art et de la technologie, Samir Jama a transformé quelques clichés en des tableaux et le résultat est bluffant. Avec l'ère de l'intelligence artificielle, donc j'ai retraité mes images avec l'IA. Donc, ce qui fait que pour donner... c'est un exercice... c'est nouveau, c'est un exercice intéressant et j'ai voulu faire cette expérience. Et ça a donné quelque chose de féerique. C'est vrai qu'il y a un peu l'éthique, les gens ils sont quand, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Mais je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à la technologie. Ça reste qu'un outil. Empreintes et racines se veut aussi un travail de mémoire. Le regard photographique révèle et sublime les héritages culturels algériens. Déjà, le lieu qui nous accueille est un très beau lieu, moderne, un lieu d'apprentissage pour les jeunes. Au moins, les jeunes sont en contact avec la culture de chez nous.
Et concernant l'exposition en elle-même, c'est une très belle exposition parce qu'elle touche notre patrimoine. Et puis le titre en lui-même est empreinte, racines et empreintes, c'est vraiment tout à fait ça, parce qu'on doit sauvegarder nos racines. La photo, elle est là, elle donne des infos et c'est bon. Mais par contre, on imagine quand est-ce et comment il a eu ce moment intime aussi, parce qu'un artiste photographe, c'est un voyageur d'abord. Il va vers la recherche de ses œuvres. D'abord, le nombre d'œuvres qui sont présentées est impressionnant. Et puis, il y a vraiment une atmosphère qui se dégage de l'ensemble. Parce que, précisément, on voit que l'artiste a un univers personnel. Il y a le fait que les paysages sont là, ils sont respectés, les bijoux sont photographiés avec la plus grande précision, etc. Mais en même temps, il y a, disons, l'âme de l'artiste qui transparaît, et ça, c'est vraiment un plus dans une exposition. Organisée par Jazeera Culture, qui œuvre à faire rayonner l'histoire et la richesse culturelle de l'Algérie. Une exposition visible tout l'été dans ce nouveau centre culturel au centre de formation linguistique Intuition. L'inauguration de notre nouveau centre culturel, c'est aussi l'inauguration de tous nos centres culturels dans les régions où l'artiste peut venir nous solliciter et utiliser un de nos espaces gratuitement pour mettre en lumière son art. Ça peut être aussi un écrivain qui veut lancer son livre. Ça peut être plein de choses autour de la culture. On souhaite que tous nos espaces vivent avec cette culture idéalement algérienne. Un travail sensible et précieux à découvrir absolument. Ces photographies sont une invitation à voir autrement, à ressentir et surtout à s'émerveiller. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser à un hymne national qui fête ses 70 ans et nous en parlons ce matin en compagnie de notre amie Amina Zeri. Amina, bonjour. Et toujours avec ces belles couleurs d'été, le bleu qui te va à merveille. Merci beaucoup. On va commencer donc à présenter notre invitée. C'est Madame Saliha Benziada, membre du bureau national de la Fondation Moufdi Zakaria, spécialiste en communication institutionnelle. C'est une grande passionnée du patrimoine culturel algérien. Bonjour Madame, marhaba bik Saliha. Oui, bien sûr. On est proches l'une de l'autre. Oui, exactement. On travaille beaucoup ensemble. Marhaba bik. Ça va? Alhamdoulilah, je me sens chez moi. C'est la télévision. Tu es chez toi, la télévision algérienne. Moi, je dis toujours que la télévision algérienne et la radio Darna el-Kbira. Hein? Darna el-Kbira, donc on est très content d'appartenir à la télé et à la radio. Donc, Madame Benziada, on va commencer avec deux anciens et célèbres proverbes algériens, avant bien sûr de parler de l'hymne national. نقول لهم نشيد الوطني نشوفوا من أجمل الأناشيد في العالم. ما كاش اللي كيما هو ما كاش اللي يتشبه له. Donc نبداو بالأمثال. أعطيني هذوك زوج أمثال. Avant de parler de justement l'amthal, parce qu'on devait parler des traditions qui sont transmises par les mamans. Donc c'est la maman qui transmet à la fille. Donc on dit avant, on disait قلبي القدر على فمها لأمها. Exactement. Ou ma mère ربي يرحمها, chaque fois qu'elle pour nous inciter à travailler et نرفدوا الصنعة, elle nous disait صنعتي يديا الشعاد زيد عليا. كي تكون عندك صنعتك في يدك, tu es indépendante. Justement, c'est leur conception pour l'indépendance de la femme. Tu n'es pas là à attendre شكون يجيب لك الماكلة, qui est-ce qui te prépare à manger, ou tu dois acheter, tu dépends de quelqu'un d'autre. Ce que tu veux, tu le fais. Et quand tu le fais, et en plus, nos traditions, c'est l'identité de la femme algérienne. C'est l'identité de l'Algérie, de toute une nation. C'est pas parce qu'on parle. Quelle nation l'Algérie? Oui, كما قالك ما أدراك ما الجزائر. سيدة أنا نقولها سيدة العالم. vu واش عندها le patrimoine تاعها, vu la jeunesse et la volonté et ce sentiment d'appartenance à ce pays justement qui n'existe, je pense qu'il n'existe pas dans d'autres pays. Exactement. Et ce qui nous encourage, alors là, ça prouve quand on écoute l'hymne national Flestad. Vous avez vu qu'est-ce que ça
donne la jeunesse algérienne. C'est ce sentiment. Avec, je pense, des milliards, on ne peut pas l'acheter. C'est un sentiment qui vient. On est énervé, des fois, bien sûr, de la situation. Là, le jeune, il sait. Mais dès qu'il s'agit de l'hymne national, c'est tous les Algériens, dans tout le monde, ils sont unis. C'est ce qui fait la force. Il nous fait rappeler aussi les sacrifices des Algériens de l'Algérie. أنا يقولوا علينا إحنا بلاد المليون ونصف شهيد نقول لهم بلد الملايين من الشهداء. باسكو هذوك المليون ونص المحسوبين برك ما نهضروش على فوالا اللي ماتوا في الويدان دونك ربي يرحم الشهداء. On dit toujours aussi quand on marche في l'Algérie, tout le territoire algérien, là où on marche, moi j'ai l'impression qu'il y a une goutte de sang de quelqu'un. D'un martyr. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter cette terre, cette Algérie. Quelque part dans une montagne ou quelque part, il y a un shahid, les toufa, je ne sais pas, bin ou bin rabbi, comment il était ce shahid. Chaque famille تقول لك عندنا شهداء في العائلة تاعنا. Exactement. Et on est fiers d'être algériens. Il y a aussi dans le Houda un autre, j'ai envie de voir ton sourire Anaya. Ce beau sourire angélique. Donc كاين un autre proverbe اللي يقول يروح مال الجدين وتبقى صنعة اليدين. Donc moi j'ai envie de parler ce matin de la femme algérienne et son rôle dans la préservation de notre patrimoine culturel algérien. Donc Madame Benziada, moi j'ai envie de parler de nos grands-mères qui ont fait un travail excellent et fabuleux pour la conservation et aussi pour la transmission. Zmen par exemple, je parle de nos grands-mères, كانت alors هي طيب لي بلا تراديسيونيل في المواسم تخدم الصنعه واش من القرقاف واش من شبيكه واش من الكروشي واش من يعني كامل الصنايع كانت تخدمهم. Elle était là à chanter في العراس. C'est toute une richesse. Par exemple les chants تاع العراس ولا وليا فرشي العجوز تاعكم عايشي لالا. Toute cette richesse, elle apprend aussi elle apprend à ses enfants, par exemple, في المواسم واش نديرو واش ما نديروش. Donc اليوم je voulais juste savoir, est-ce que cette femme, la femme actuelle ou la femme d'aujourd'hui joue toujours ce rôle, hein? Oui, en quelque sorte. Il y a certaines femmes qui le jouent. Et avant d'arriver là, on dit, on doit savoir il y avait la déchirure, cette petite déchirure, parce que nos grands-mères, nos mamans, donc comme on dit, c'est la femme, elle fait à la maison. En général, c'est la femme qui fait le bonheur d'un foyer. Donc, il y a le موسم qui يجي المولود العاشوراء عندنا الله يبارك المواسم الدينية والاجتماعية. Donc, cette femme, avant, moi je me rappelle ma mère, et ma grand-mère, c'est par exemple pendant 3 jours, 4 jours, si ce n'est pas une semaine, que ça commence à parler, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on commence à préparer, elle a un rôle à faire. Et les petites filles qui sont là à regarder, donc elle le transmet sans le dire, parce que des fois l'enfant, quand on lui dit tu fais ça, tu dois te rappeler de ça, ça peut être difficile, elle a l'impression que tu leur donnes de lui faire quelque chose. Donc dès qu'il y a cette ambiance de famille, les enfants qui تربوا على هذيك l'ambiance, elles veulent plus tard يديروها في دارهم. Parce que même il y avait aussi il y avait avant la famille كيفاش كانت تعيش, il y avait la grande famille, il y a la belle-sœur, il y a la belle-mère, il y a l'oncle, ils vivent, tout le monde vit ensemble. Et après, il y a la famille nucléaire qui est née après, avec les transformations de la société algérienne. Donc la femme commence à travailler, elle commence à être indépendante, elle commence à vouloir créer son foyer à elle. À créer son foyer à elle. Donc, c'est ce qui fait, mais si elle revient vers la grande famille, ça fait la force plus tard, Inch'Allah. Très bien. Donc, Madame Benziada, c'est la sœur, la frangine de Madame Nadera Benziada, qui était là, Nahar l'Aïd, tu te rappelles, elle a fait un bouquin à double objectif, apprendre l'anglais et promouvoir le tourisme en Algérie. Voilà, le patrimoine culturel. Donc, شفتي كيفاش كامل عندهم cette envie de... Donc هنا ينطبق عليكم قلب القدرة على فمها تفهم. Exactement.
On termine avec Nadera, avec je salue Nadera qui nous suit en ce moment, votre sœur, toute la famille. Je salue mon père aussi. نتمنى له الشفاء ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ربي يطول عمرك بابا نقول لك يا ربي ان شاء الله ربي يطول عمره. Et donc on termine avec un programme très intéressant à l'occasion justement de 70 ans de l'hymne national. Très rapidement parce qu'on arrive à la fin. 70 ans de l'hymne national, c'est à la Bibliothèque nationale, c'est مؤسسة مفتي زكريا qui organise en collaboration avec la Bibliothèque nationale والشعر الجزائري والشعر العالمي pour l'hymne national et pour le génocide qui se passe à Gaza. En tout cas, merci beaucoup madame d'avoir été parmi nous et avec Saha. Amina, merci beaucoup. On se retrouve samedi. Inch'Allah, on termine avec une grande figure de la chanson algérienne. C'est Anissa Mezaguer, bien sûr. Donc, un vibrant hommage à cette grande artiste. Elle a fait le théâtre radiophonique, elle a chanté du Haouzi, en Tamazir, dans Rabbi Tawala Amaraha, Inch'Allah. Elle nous suit en ce moment. Donc, Salamou alayha. Merci beaucoup Amina. Donc, voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous. Je vous retrouve dès vendredi. Inch'Allah. Portez-vous bien. Au revoir. فتو ضايو زينايون نواكي فد العقل امك تيداش توسم تحلي الضحلة